Bonjour et bienvenue dans Doc Doc Doc. Le pouvoir compte sur notre découragement. Les manifs se dispersent et les grèves s'essoufflent. Le ciment de nos républiques, ce n'est pas l'adhésion, c'est la résignation. Les affaires d'un pays sont rendues trop complexes pour être intelligibles à tous ses citoyens. C'est ainsi qu'on les dirige. On voit bien en France, particulièrement depuis la dissolution d'il y a 1 an, l'ampleur du mépris de ceux d'en haut. Le président se sert des JO et de leur trêve pour faire oublier sa défaite. Tout continue comme si de rien n'était. Personne ne bougera de toute façon. Le capitaine du Titanic sait bien qu'il va rencontrer un iceberg, mais il hausse les épaules, maintient son cap et sa vitesse. Quand un appel à tout bloquer se profile, les autorités bouclent les rues avec des troupes surarmées. Des émeutes sont annoncées à la télé avant même qu'elles s'éclatent. Dans ces moments-là, les rois masquent difficilement leur peur. Ils se retrouvent nus, et leur emprise devient terreur. Les vraies questions auxquelles ils n'ont jamais répondu se font jour. Les corrompus, les fascistes, les écocides apparaissent alors pour les nuisibles qu'ils sont. Les soulèvements sont alors toujours révélateurs. Il ne s'agit pas de grands soirs, mais d'une lucidité collective qui se trouve au-delà de la colère, quand il n'y a plus d'autre choix que de réagir. Je veux regarder avec vous 3 docs qui disent ce qui se passe quand les peuples ne se laissent plus endormir, quand la réalité est devenue trop terrible et trop absurde. Dans un épisode de l'année dernière, j'avais évoqué le film de Patricio Guzmán, La bataille du Chili, consacré au soulèvement du peuple et à la présidence de Allende. Le regard du réalisateur contribuait à rétablir l'expérience vécue contre les propagandes. On voyait la stupeur des gens à être soudainement entendus et considérés par le pouvoir. Et c'est pour ça qu'Allende a été assassiné, parce qu'il proposait une alternative tout à fait valable à la domination yankee. Dans Mon pays imaginaire, disponible sur Cinémutin, Guzmán reprend sa caméra pour témoigner de la réalité de la rue chilienne. En 2019, une révolution spontanée éclate, sans leader et sans dogme, contre des hautes sphères corrompues. Los jóvenes aquí parecen tener las ideas muy claras. Están preparando algo que yo no me esperaba. Los veo resueltos a tomar riesgos. Están unidos por la misma razón de ser y actúan como si fueran un solo cuerpo, sin jefes, sin ideología. Esto es nuevo. C'est nouveau en effet, et incontrôlable. Aucun parti n'encadre cette jeunesse qui manifeste. Elle ne se range sous aucun drapeau. Les politiques sont habitués à avoir des adversaires, à cibler des personnes aux idéologies marquées. Mais ils ne sont pas outillés pour résister à un raz-de-marée, un mouvement de révolte, si général qu'il n'a même pas besoin de revendications. Et ces dominants qui étaient aveugles et sourds aux cris de colère et de désolation doivent faire face au chaos qu'ils ont nourri pendant des décennies. La loi du plus fort est toujours la même, on tente de faire peur et on tire dans le tas. La première étincelle semble presque anecdotique, comme celle qui initia les Gilets jaunes en France. C'est un vieux silence qu'on brise, et quand le premier cri est poussé, il ne faut pas longtemps pour qu'il se transforme en clameur. C'est soudain les tempêtes. Ici, il a suffi d'augmenter le prix d'un ticket de métro. Dès les premiers débordements sur les images, on voit les rouages du quotidien se gripper. En octubre de 2019, las tarifas del metro subieron 30 pesos. Nunca imaginé que esta sería la chispa que incendiaría el país. C'est ça le péché capital.
Peut-être l'offense dont les bourgeois ne se sentent pas protégés, la paralysie de leurs infrastructures. Les gens demandent du pouvoir d'achat, de la justice, de quoi vivre dignement. Ça devrait tomber sous le sens. Pourtant, contester la domination, manifester, revendiquer des droits et questionner l'ordre social, c'est perçu comme une déclaration de guerre. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Vous voyez le scandale sincère sur le visage de cet homme? C'est inconcevable pour lui, cette violence qui attaque directement le système dont il profite. Alors il dépeint les réfractaires comme des monstres. Il n'évoque pas leur détresse, leur privation. Il détourne l'attention et se réinvente en victime effarouchée. Cette inversion de responsabilité est systématique chez les tyrans. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel, d'où, comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Je sais pas si vous êtes comme moi, il m'arrive de m'arrêter pour imaginer la multitude des vies derrière chaque fenêtre, la manière dont elles s'écoulent, indépendantes les unes des autres. Les villes semblent conçues pour nous séparer, pour que l'on s'ignore, pour qu'on ne se rassemble pas. Les immeubles sont un entassement de solitude. Pourtant, à certaines heures de l'histoire, on comprend qu'on est nombreux et invincibles. Ce plan précis m'a saisi, parce que c'est rare de voir une ville entière se soulever. Au fur et à mesure que la caméra s'élève, on cherche les confins de la foule et on ne les trouve pas. Sur ce plan aérien, on voit l'humanité quand elle se met en mouvement. Et c'est rare et bouleversant d'en avoir une vision si directe. Le documentaire en une image devient du grand cinéma, parce que cette image en elle-même traduit la déferlante. No sé si estallido es la palabra, es como un alivio de poder salir y decir algo, de gritarlo, gente que se reía, gente que bailaba. No fue lo mismo, una semana después vino esta gran manifestación donde ya había un poco más de proceso en la ciudadanía, y habían pancartas, había todo eso, ¿no? Pero ese viernes era un descalabro maravilloso, yo diría que maravilloso. Gente que bailaba también, señoras. Todavía es difícil de procesarlo, ¿no? Pero lo que me queda es como un sentimiento de una efervescencia hermosa. Es como que el alma vuelve al cuerpo. ¡Wow! Qué raro, estoy encendida, estamos encendidos. Les gens se souviennent qu'ils ont un corps et qu'ils peuvent s'embraser. Depuis le début de ce doc, j'ai l'impression de voir une sortie de coma, la redécouverte d'un grand nous. Le peuple souvent dormant, passif, invisible, réalise qu'il est capable d'être un volcan. La facilité serait de rendre la colère responsable de ce grand soulèvement. C'est le lexique que les médias utilisent pour effrayer et condamner. Mais à la réflexion, il s'agit d'autre chose. Ce dont nous sommes témoins, c'est d'une joie et d'une surprise immense. Une exultation dont personne ne se sentait capable, juste parce que ces destins sont entrés en résonance et en mouvement. Las cámaras han tenido un rol fundamental en esta revuelta. Si ellos no han podido reprimirnos y matarnos y torturarnos más, es porque tienen 10 cámaras al lado grabándolo, viendo todo lo que están haciendo. Y por eso nos convertimos también en blancos de interés. Todos los que estábamos con cámaras documentando, periodistas, fotógrafos, nos convertimos en blancos de interés y nos dispararon directamente al cuerpo, siempre. Voilà, c'est connu. Quand le message déplaît, faut tuer le messager. Et les journalistes, les photographes qui montrent l'injustice deviennent des cibles quand ils ne relaient plus la propagande, mais qu'ils montrent simplement ce que les gouvernants ne veulent pas voir. Alors le pouvoir va crever les yeux qui ont eu le courage de s'ouvrir. El tema es que la gente no solamente está por una causa. La gente que uno ve en la calle actualmente, ahora que ya pasamos este primer proceso, es gente que ya tiene un descontento generalizado, el cual quizá una ley no le va a cambiar el parecer.
O quizás, claro, pueden cambiar ciertas cosas, pero ellos tienen en este momento sus padres viviendo con pensiones de miseria, un hermano con cáncer que se está muriendo, sus hijos que no pueden estudiar si no se endeudan y que a lo mejor tratan de endeudar si los bancos no les dan los créditos. Entonces, claro, quizás estas mejoras que estamos viendo van a suceder, pero ellos necesitan esa solución ahora y no sienten esa gana tampoco de bajar los brazos y ya irse a la casa. Sienten que por fin están siendo parte de algo y están pudiendo sacar eso hacia afuera. Ils ne rentreront pas chez eux car le mal est systémique et le cancer généralisé. Il n'y a aucune mesure, aucun décret pour contenir le désespoir qui s'exprime dans la rue. On ne pose pas de rustine sur un pays gangréné. D'affaires de corruption en cure d'austérité, il faudrait tout revoir pour regagner l'adhésion des gens, les diriger à nouveau en confiance. Au fond, le vieux monde radote ses vieux réflexes. Le peuple, lui, a déjà pris le mur en pleine poire. C'est ce décalage de perception qui est à l'origine du divorce entre les soi-disant élites et la population. Hasta el día de hoy todavía no tenemos educación cívica en los colegios. No hay educación cívica. Nos crecimos escuchando la palabra, no hay que hablar ni de política ni de religión. ¿No es cierto? No hay que opinar. Ojalá que nadie se entere, es mala educación. Entonces creo que tenemos una desconexión. Si los políticos tienen una desconexión con el pueblo también tiene una desconexión con los políticos y con la política, que no es lo mismo. Y creo que no han engañado. Nos prometieron muchas cosas y nos dieron mucho opio en todos estos años, en los 30 años que han pasado. C'est ce malaise qui se rejoue en ce moment en France. Le lien est rompu. À la première étincelle, tout s'embrassera. De moins en moins de gens votent pour des politiciens devenus irresponsables et indignes, toxiques. Le niveau de violence, symbolique autant que concrète, devient sans précédent, les uns vivant dans le dédain des autres. Yo creo que sigue habiendo un nivel de violencia que no habíamos visto en Chile antes. Y creo que también ha quedado como al desnudo el problema que tenemos con Carabineros, que es un problema que tampoco es nuevo. No es un problema del estallido, es un problema muy antiguo. De la forma militarizada con la que se reprime la protesta, en realidad. Y yo creo que eso de alguna manera también sirve para justificar la violencia y el no respeto a las normas. Cuando Carabineros se ve como en el fondo una fuerza enemiga que también está de alguna manera politizada. Les forces de l'ordre deviennent forces de répression, politisées comme des milices. Elles ne préservent plus les citoyens de violences dangereuses, elles les commettent pour les réduire au silence, pour que le vieux monde survive encore un peu, même à coups de matraque, de jets d'eau et de balles réelles. Les politiciens brûleraient des villes entières plutôt que d'admettre leur tort. C'est le cas depuis Néron. L'Empire n'a jamais pris fin. Ce moment de lucidité collective est spectaculaire car là encore, il est extrêmement rare d'en capter l'essence. Les responsables sont désignés directement et sans équivoque. Les doigts sont tous pointés dans la même direction, vers les oppresseurs, les violeurs, qu'ils soient dans l'intimité ou à la tête de l'État. Des milliers de voix à l'unisson pour dénoncer une injustice généralisée. Guzman a saisi cette impensée-là. Son film, poignant, raconte cette lutte comme un grand éveil, radical, joyeux et fondamental. En Amérique du Nord sommeillent des vieux démons, ceux d'un continent colonisé. Le prochain film raconte une histoire totalement différente de celle qu'on apprend à l'école. La plateforme Tank consacré il y a quelque temps une rétrospective à la réalisatrice canadienne et autochtone Alanis Obomsawin. Avec ce doc au titre mystérieux, Kanesatake, 270 ans de résistance. Elle raconte une lutte qui semble d'abord anecdotique, presque dérisoire. Son film révèle pourtant un antagonisme vieux de presque 3 siècles.
C'est notre devoir de protéger la terre, de protéger notre mère. Je me souviens avoir regardé la figure des policiers. Ils avaient peur. Ils étaient comme des petits-enfants. Ils n'avaient jamais affronté un esprit aussi fort. Ils étaient comme des robots. Les Mohawks défendent donc leur terre, leur droit inaliénable à y vivre, contre un projet grotesque, l'extension d'un terrain de golf. On voit le décalage presque surréaliste. L'humiliation est récurrente, l'intimidation automatique. À la moindre protestation des opprimés, même légitime, on envoie les cyborgs aux ordres du pouvoir. Pas de négociation au droit divin des Blancs à batifoler sur leur green pendant que des gens crèvent. Les habitants de Châteauguay sont furieux parce que le pont Mercier reste bloqué. La foule décharge sa colère sur l'effigie d'un warrior Mohawk en criant « Sauvage ». Les vieilles invectives ne sont pas longues à venir. Ceux qui sèment la discorde prétendent vouloir la paix dans la même bonne vieille inversion orwellienne. Le lynchage n'est pas loin. Je regarde l'effigie qui brûle et je songe aux fruits étranges chantés par Billie Holiday et à ces corps noirs calcinés pendus aux arbres. Les natifs ou les esclaves sont coupables d'office. Bloquer un pont ou barrer une route est déjà une déclaration de guerre, comme on l'a vu au Chili. Ils savent très bien pourquoi ils se battent. Et ça vaut probablement plus que 9 trous dans le sol. Un camp de paix est établi à Oka. Le premier week-end, plus de 2500 personnes accourent de tout le continent pour manifester leur soutien à la nation Mohawk. Ça fait plus de 100 ans qu'ils essaient de s'occuper de nous, mais ils ont échoué misérablement. C'est à nous de déterminer ce qui nous convient le mieux, de déterminer notre avenir. Le mouvement de révolte, au fond, c'est toujours le même. C'est un sursaut. L'avenir n'est plus abandonné à d'autres, né du bon côté de la barrière. Devant le chef Bill Travers, en habit de cérémonie, je me souviens de tout ce dont on a bafoué son peuple. Il ne s'agit pas d'un mouvement d'humeur. Ce mauvais démon hante les Nord-Américains depuis leur arrivée. Cette spoliation originelle demeure aux racines tordues du Canada comme des États-Unis. Cette lutte n'en est qu'une réplique de plus. Elle questionne les fondements même d'une grande identité nationale. Un récit invisibilisé par l'histoire officielle. Cette entente, notre nation la désire depuis de nombreuses années. Nous voulons être reconnus comme peuple. Non seulement comme peuple Mohawk, mais comme le premier peuple de ce continent. Ce combat n'est pas terminé. Comme on dit en Mohawk, Skana, qui veut dire paix. Cette paix revendiquée par les Mohawks passe par la reconnaissance de leur passé. C'est là que le documentaire atteint une autre dimension. Ce qui aurait pu n'être qu'un reportage sur un conflit local devient leçon d'histoire. Il ressemble à une fin d'amnésie. La résistance de ceux de Kanesatake devient devoir de mémoire. Pendant ce temps, derrière les barricades de Kanesatake, les Warriors se préparent alors que l'armée envahit le village. Au pied de la colline, le général Leroy rencontre 3 warriors venus de Kahnawake, 2 warriors de Kanesatake et 3 d'Akwesasne. Le général leur adresse un ultimatum. Ils ont 3 jours pour ouvrir le pont Mercier, sinon l'armée avance. Le lexique est martial, le basculement presque cauchemardesque. Le conflit jamais résolu entre conquérants et colonisés reprend sous nos yeux. La protestation évolue vers un état de siège presque sans transition. Ça ressemble à une convulsion. Dans la réponse des autorités, on constate encore les réflexes d'une ancienne tyrannie. La moindre marque d'insoumission entraîne un crescendo violent à la Rambo. L'impressionnant déploiement de force est destiné à décourager les renégats, sans doute pour couvrir les vérités passées sous silence qui affleurent à la surface. La réaction classique contre le refoulé. On l'a déjà vu dans le film précédent.
En 1535, lors de son deuxième voyage au Canada, Cartier se rendit jusqu'au principal village iroquois, Hochelaga, aujourd'hui Montréal. Au pied de la montagne, il vit une cinquantaine de longues maisons entourées de champs de maïs. En 1663, les messieurs du séminaire de Saint-Sulpice à Paris furent nommés seigneurs de l'île de Montréal, et c'est alors que commença la dépossession des populations aborigènes de ce pays. En 1676, un missionnaire sulpicien fit de fréquentes visites au village Mohawk situé à l'emplacement actuel du centre-ville de Montréal. Devant cette litanie, une évidence s'impose. Dans la cendre des livres qu'on feuillette à l'école, il n'y a pas les cris ni les colères de ceux qu'on déracine. Jacques Cartier est un nom lointain et les peuples chassés sont effacés dans le cours des choses. Sauf que ces gravures ici prennent un écho étrange. Elles permettent de comprendre que bien souvent, l'histoire n'avance pas. On change les visages et on change les mots. Le présent n'est que le déguisement du même combat. Les tuniques bleues menacent toujours les Indiens. Le progrès et sa fatalité ne sont qu'un mirage. La seule réponse digne à lui opposer est également toujours la même, simple et poignante, comme dans les mots du chef Joseph de la fin du XIXe siècle. Nous vous demandons de quitter notre terre. Nous ne voulons pas être dépossédés de notre héritage. Vous en aviez la garde en notre nom. Et comment avez-vous trahi cette confiance? En vendant le bois de coupe et en remplissant vos caisses avec les profits de biens volés. Cette terre est à nous. C'est un héritage sacré qui nous a été légué. Nos ancêtres reposent sous ces arbres. Nos mères nous ont chanté des berceuses ici. Et vous voulez nous arracher de cette terre et nous laisser errer à la merci du sort? Dans sa voix, on entend la complainte de tous les colonisés, le scandale sur lequel se fonde la domination de l'Occident. La lutte, filmée par Alanis Obomsawin, prend une portée symbolique et universelle. C'est un bâillon qu'elle arrache, une fierté qu'elle affirme. Plutôt que d'être les jouets d'une fortune qu'ils ne contrôlent pas, les Mohawks choisissent de se défendre, de réaffirmer leurs droits et leurs origines. En ça, ils sont profondément subversifs. Now, Tony Ross, Ian Gunnis are talking. There was some question about what kind of armaments the warriors had in there. The army suggested maybe a mortar, maybe some really tough machine guns. What have the Mohawks said about that? The Mohawks won't confirm or deny what they have. I mean, I can tell you the people standing around me here, I guess I can see some kind of rifles. I've seen something that looks like semi-automatic weapons. I'm not a weapons expert, but mostly rifles and shotguns around here now. But nobody will confirm or deny some of the heavy armaments that the Army's talking about. The Mohawks here are saying maybe the Army's saying they've got all this equipment to justify some sort of show of greater force. Les médias appuient la paranoïa du pouvoir et tentent de décrire des mutins surarmés pour légitimer la disproportion de la réaction. La ficelle est connue, comme on l'a vu dans un épisode précédent à propos des Gilets jaunes. La horde doit être perçue comme menaçante, enragée, animale. Elle doit devenir un motif de peur pour que ces revendications demeurent inaudibles. Les informations et les interventions doivent alimenter la haine, jamais l'empathie. L'état de guerre est le meilleur moyen de ne jamais comprendre et de ne rien changer. I've been beaten so many times by the state police, the SQ. I know how it feels. I know how those people feel. Not afraid to die. I'm not afraid to die. I'm not afraid to spend the rest of my life in prison. You're talking about the lives of a lot of people who've been patient for a long time. Patient for a long time? Yeah, well, they're getting beaten and beaten and beaten. Who's going to be next? It's time for them to die. No, I'm saying it's time for us to do something. Well, let's come together. Are we going to let another one beat up? How many times have they kept one promise? That's what they kept one promise. One promise they kept. They promised to take all of our land, and they're doing it. La violence est institutionnelle. La fureur de ce jeune homme peut s'appliquer à beaucoup de contextes. Les Mohawks incarnent au fil du film un retour de bâton. Ils en ont simplement marre d'être maintenus à terre. C'est une réaction naturelle, presque instinctive. Ils savent que les promesses ne sont jamais tenues. Pour l'instant, on doit endurer les persécutions, endurer que les nôtres soient traités injustement en cour, en prison, qu'ils soient battus. L'histoire suivra son cours et le Canada subira des transformations politiques, sociales, économiques et spirituelles. On verra que notre peuple avait raison. And
Qui sait comment nos arrière-petits-enfants réécriront l'histoire? Ce sera à eux de décider. Mais nous pourrons au moins quitter la Terre en sachant qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour leur préparer un meilleur avenir. Il faut endurer jusqu'à avoir raison. Ça peut ressembler à une forme de foi ou à une obstination radicale. Mais c'est pas vraiment ça. Une conscience souterraine grandit dans les silences et dans le temps qui passe. La succession des générations sculpte lentement l'avenir. Dans le chaos et la violence du présent, souvent, on perd de vue ce grand vent de l'histoire. Cette intelligence qui grandit dans les corps et fait évoluer les valeurs et les certitudes. C'est ainsi qu'on est revenu sur l'esclavage, la soumission des femmes, la peine de mort ou la légitimité de ceux qu'on a longtemps qualifiés à tort d'Indiens. Cette conquête morale de sens, cette évolution de la perception, c'est celle que le vacarme ignore. Souvent reléguée au second plan derrière les grands sujets qui font l'actualité. Les incendies, les canicules ou les ouragans nous rappellent de plus en plus souvent la véritable urgence. Comment va-t-on survivre ? Quel monde laisserons-nous à nos enfants ? Mais ça ne dure que le temps d'une frayeur, trop existentielle pour être véritablement affrontée. Trump et ses semblables considèrent le changement climatique comme un canular. Je suis sûr que toutes nos préoccupations en regard de celle-là dans 1 ou 2 décennies paraîtront anecdotiques. Pourtant, ce récit ne prend pas. On s'en fout des ours polaires, des matières premières qui viennent à manquer tant qu'on a encore Insta ou Chine. Le doc, This Changes Everything, disponible sur Cinémutin, évoque ce nécessaire changement de paradigme. Here's how it goes. The Earth is not, as most people thought back then, a mother, to be feared and revered. No. Science had granted men godlike powers. The Earth is a machine, and we are its engineers, its masters. We can sculpt it like a country garden. We can extract from it whatever we want. These scientists help turn the mother into the motherlode. L'être humain capitaliste considère la Terre comme une commodité. Elle est à soumettre, à exploiter jusqu'à plus soif. C'est encore une inversion des forces en présence. La nature est à dépasser, comme tout ce qui retient les hommes dans leur cupidité. L'intelligence artificielle en est l'exemple le plus récent et le plus flagrant. Mais rien ne compte. Ni la chaleur, ni l'eau gaspillée pour ce nouvel essor. Il faut construire des fermes de serveurs le plus possible pour alimenter nos hubris. Humans still had to listen to nature's rhythms and live within them. Ships could only sail when the wind blew. Factories could only run where there was rushing water to power them. But then something changed. Engineers figured out how to take fossil fuels from beneath the earth and burn them on an industrial scale. It was the merger of an ideology with a breakthrough technology, and it changed the world. C'est en effet ainsi que le monde a changé, par l'idéologie industrielle, par la croissance économique comme nouvelle religion et la production de masse pour l'entretenir. À partir de là, il n'y a plus d'autre avenir envisageable que cette exploitation de tout, des hommes, des animaux et de la planète. On en partira probablement quand elle sera épuisée. Notre modernité, c'est cette inconséquence, la perte de notre lien avec la Terre. When I spent time with Crystal and saw what was happening to the land here, I remembered a phrase debated by the US government in the 1970s. It was suggested that some places may have to be sacrifice areas. If we're going to keep digging up fossil fuels, those places will just be destroyed. What they didn't say is that the people who live on those lands get sacrificed too. Ce sacrifice, on n'en parle jamais, c'est vrai. Pourtant, derrière les graphiques, les profits, les comptes rendus extatiques aux armées d'actionnaires, il y a de manière tangible des gens qui crèvent, souvent les plus pauvres, ceux qui sont sous les radars des médias officiels qui préfèrent célébrer les prophètes de la tech. Derrière l'écocide, mécanique et inexorable, il y a la victoire de cette classe sociale dominante et sans boussole. Parler d'écologie, c'est ainsi nécessairement parler d'anticapitalisme. This was the moment when Sandy struck. 90-mile-an-hour winds slicing through New York's streets. 750,000 people have been forced to evacuate. All those
those years, we imagined that we'd freed ourselves from nature's bonds, that we were the boss. There was a part of the story we couldn't yet see. Our machines were filling the atmosphere with greenhouse gases. Could it be that we're not the masters after all? That we are just guests here, and that we can get evicted for bad behavior? En regardant ces images, je me dis qu'on en a pris dangereusement l'habitude. Ces rues inondées et ces tempêtes ressemblent à des accès de colère. La violence nous saisit, nous bouleverse. On est sonné sur le moment, ça nous rappelle qu'on est mortel. Et s'il y a bien une vérité toute simple contre laquelle s'érige notre civilisation, c'est précisément celle-là, on peut mourir. Tout est conditionnel dans notre présence au monde, même les villes les plus fières. Nos colosses ont tous les mêmes pieds d'argile. Il faudrait se souvenir de notre fragilité première et vivre en conséquence. La prochaine révolution, c'est peut-être celle-là. I'm not supposed to be trying to rescue people that are stuck in apartment buildings, dying because of lack of medication. Areas that are the hardest hit are the most marginalized, are the poorest communities, some of the poorest communities in New York City, right? There's like hundreds and hundreds of people that are trapped up in these buildings. And there's no attention for them. There's no clinics, there's no care. We have a disaster where we're supposed to have agencies tasked with addressing these needs. Just like Katrina, it's not woefully inadequate, it's a travesty. FEMA, useless. Red Cross, useless. Quand toutes les structures faillissent, renaît ce sentiment de solidarité et aussi cette colère d'avoir cru au mirage d'un État censé nous protéger. Le système peut toujours se passer des gens qui ne sont rien. Il suffit de comparer les réactions défaillantes au moment de Katrina à la pure panique qui s'empara des gouvernants pendant la crise financière de 2008. On a laissé longtemps des populations sans secours, livrées à elles-mêmes, mais on a sauvé les banques. Why is it the governments, when they know what's happening, why don't they do something about it? You have to ask, well, they're not doing something about it because there's some countervailing forces there. And those governments are acting in those interests. So who are these countervailing forces? Who's lobbying them to have weak targets? Who's lobbying them to make sure that there is no global agreement? And more importantly, if the government isn't going to stand up to them, who will? Voilà la question. Qui va s'occuper de nous ? On s'entretient dans l'illusion que ceux pour qui on vote vont s'en charger. Ils se présentent à nous souvent le verbe altruiste et noble. On leur délègue un droit de regard sur notre existence. Mais qu'en est-il vraiment ? Dans ces docs, j'en vois l'antithèse. Une humanité qui choisit son chemin elle-même et sans intermédiaire. When Vanessa requested an informal conference under an extremely complicated mining law, I think the state of Montana shit a brick. I want you to know that many people don't see any difference between your agency and Arch Coal, and that is the truth. All of a sudden, a bunch of people on the Northern Cheyenne Reservation are learning very quickly how to navigate these laws, this bureaucracy, and it scares the shit out of them because the minute people understand how to do that, they lose. You don't want Cheyennes to take over public meetings? Then listen to us. La peur décrite ici est intéressante. Que faire de citoyens qui se renseignent sur les lois, qui prennent la parole, qui revendiquent leurs droits directement ? Sont-ils encore gouvernables ? Peuvent-ils encore servir les intérêts des puissants ? Cette femme, Cheyenne, montant au pupitre, est un cauchemar de gouvernant, car elle réclame une place qu'on ne lui a pas assignée. Elle s'empare d'un récit qu'elle n'est pas censée écrire. C'est le cas de toutes les luttes que j'ai évoquées ici. Elles sont un changement de narration avant tout. For me, it's basically an ethical problem we have. Take as much as possible and don't care about the consequences and go away and leave the desert behind. You can see all the dimensions of the problem here. How the environment is treated, how the citizens are treated. We have to realize what is the core problem, then we can fight it. Ce mot « ensemble » est bien souvent amoindri, pour que les électeurs n'aient pas l'idée de se rassembler, pour que les chiffres des organisateurs des manifs soient toujours différents de ceux de la police, pour qu'on ne soit jamais relié à ce qui se passe au monde, à ces pelleteuses qu'ils transforment en désert. On augmente la cacophonie de nos rivalités. Bien souvent, ça fonctionne.
L'écologie ne devient alors qu'un sujet parmi d'autres, une simple conviction, pas une question de vie ou de mort qui contient toutes les autres. In the past 5 years, the Greek people have risen up a lot of times against these policies. They couldn't manage to overthrow the governments that push these programs. They didn't manage to overthrow the policies. So people feel that they're living defeat after defeat. Even one victory could make a huge impact on the psychology of people. And that's why the other side doesn't want to allow even a single victory, because this could be the turning point. Une seule victoire pourrait remettre le système tout entier en question. Ça serait une crise majeure. Ultimately, this movement is not fighting to just stop this specific mine. This is a no that has to be said before a yes. And this yes is something much bigger. Que reste-t-il de nos révoltes ? Sans doute cette phrase toute simple, dire oui à quelque chose, se permettre d'espérer, pas comme dans un meeting, pas un slogan qu'on scanderait pour l'ascension d'un homme providentiel. Devant ces 3 films, j'ai regardé s'éveiller des consciences, une histoire jamais écrite nulle part, qui pourtant s'imposait, une humanité qui reprenait confiance. Souvent on la bâillonne, on fait tout pour la contrôler et la décourager, mais elle parvient quand même à s'exprimer, à trouver sa direction comme dans le courant d'un fleuve. Dans chacun de ces docs, il y a ce sentiment. Nos vies nous appartiennent. Nous partageons le même sort. Ce n'est jamais par le haut, mais par le bas que le monde peut changer. C'est là, dans chaque cœur qui bat, dans chaque jour qui passe. Cette audace qu'on n'ose pas souvent, mais qui dit l'avenir. Si vous aussi, vous voulez croire en un autre avenir, abonnez-vous à Blast, devenez sociétaire si vous le pouvez, activez la cloche et on se revoit au prochain Doc Doc Doc. Shake your